C'est une page sombre de notre histoire. Un secret de famille partagé par des milliers d'enfants adoptés en France. Vos parents adoptifs ont payé pour vous adopter? Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais la réponse est oui. Certainement d'une manière ou d'une autre. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Et on est vendu comme du bétail. C'est l'expression qui m'est venue. C'est difficile de dire ça quand vous avez été entouré d'amour quand même. Votre famille qu'on vous a présentée, en fait, c'est pas votre famille biologique. Vos cousins, c'est pas vos cousins biologiques. Tout s'écroule à ce moment-là. C'est aussi la vie brisée de ces mères de l'ombre, séparées de leurs enfants à la naissance. Vous diriez, Janine, qu'on vous a vraiment forcé à abandonner votre fils? On ne m'a pas forcé à me l'abonner. Et jusqu'au bout, je dirais, on m'a volé mon fils. Patricia Faguet, spécialiste des recherches de personnes disparues, est l'une des rares journalistes à avoir enquêté sur le système des adoptions privées en France. Il y a quelques années, elle s'est intéressée à une institution prestigieuse, la Fondation d'Ocqueville. Donc voilà, ça c'est, je ne sais pas combien de kilos. Ça représente un peu plus de 10 ans d'enquête sur la Fondation d'Ocqueville, entre autres, et sur toutes les œuvres d'adoption privée, à vrai dire. Donc c'est un trésor. Bon, enfin, c'est Alice Lebec, Adrienne No, tout ça, c'était du personnel de la Fondation d'Ocqueville qui est aujourd'hui décédé. Des annuaires, l'œuvre de l'adoption, des statuts, enfin, c'est un travail de titan. Patricia possède une seule vidéo de la Fondation. Elle a été tournée en mai 1941, à Paris. Dans ce film de promotion, on y voit de beaux enfants, en pleine santé, dont s'occupent attentivement une trentaine de nurses et de médecins. L'œuvre est alors très réputée. Dans les années 50, on retrouve même Georges Pompidou au sein de son conseil d'administration. Après la guerre, la Fondation recueillait 200 à 300 nourrissons par an. Bonjour Gilles. Bonjour Patricia. Comment allez-vous? Gilles Barbier, lui, a été adopté en 1953. Il revient pour la première fois sur les lieux de son abandon, dans les quartiers chics du 16e arrondissement. C'est même pas celui-là. C'est même pas celui-là. Si, c'était 81-85, c'est le même, tout ça. Ça représentait tout ça, la Fondation d'Ocqueville. L'œuvre occupait ici un immense bâtiment, un relais de chasse, aujourd'hui détruit. Ça ressemble, ça ressemble, l'immeuble en moins. Ah, il paraît qu'il y avait 34 arbres, je crois, dans ce jardin. Et c'est là que les nourrissons étaient sortis, les jours de beau temps, oui. dans des sortes de lits en croix, en tissu. Ouais. C'était privilégié comme situation. La grille, ça m'a sauté aux yeux, cette grille-là, c'est celle-ci. Et cette rue-là donne sur les jardins de Montmorency, auxquels on n'a pas accès puisque c'est privé, et nous y voilà. La Fondation d'Ocqueville a été créée en 1935 par un magistrat fortuné. À l'époque, l'avortement est considéré comme un crime. Des milliers d'enfants sont abandonnés à l'assistance publique ou aux œuvres privées. En 1941, sous l'occupation, Pétain accorde aux femmes la possibilité d'accoucher sous X. Pour Vichy, cet anonymat doit favoriser l'adoption. La Fondation d'Ocqueville se développe rapidement. Sa réputation de sérieux attire les gens fortunés. Ici, les couples se pressent pour adopter l'enfant qui manque à leur bonheur et qui deviendra leur héritier. On leur conseille alors de ne jamais révéler l'adoption. C'est important pour vous de revenir dans... Ah oui. Ah oui. Oui, parce que c'est quand même
enfin, si vous voulez, quand vous découvrez que vous êtes adopté à 50 ans, d'un seul coup, vous avez une belle vie, mais tout ce qui est en dessous s'écroule. Totalement, vous n'avez plus de socle. Donc là, c'est une petite partie de socle. Qu'on vous raconte une histoire jusqu'à 50 ans et qu'après, vous en reconstruisiez une autre. En fait, ce secret familial va être dévoilé par hasard. Un jour, Gilles va voir sa mère dans sa maison de retraite. La vieille dame est seule, son époux est décédé quelques années plus tôt. Quand soudain, elle lui avoue la vérité. Nous étions à table avec ma mère et elle me dit « Ah, c'est beau d'avoir un petit enfant à soi », parce qu'elle voyait un enfant qui jouait. Bon, je dis « Bah oui, oui c'est vrai, c'est beau, mais t'en as eu un. » Elle me dit « Non, ce que je veux dire, c'est à soi. On l'a eu soi-même. » Ah, donc j'ai posé la question à ma mère, je lui ai dit « Mais tu veux dire que tu ne m'as pas eu ?» Elle me dit « Oui, mais ça n'a rien à voir, t'es à nous, c'est un peu différent, mais t'es à nous, t'es à nous. » Et c'est là que j'ai compris que j'avais été adopté. Vous en avez voulu un petit peu à votre famille de vous avoir menti comme ça pendant 50 ans? Oui. Chez nous, vraiment, l'honnêteté, la franchise faisaient partie de nos valeurs. Et là, d'un seul coup, il y a quand même des choses qui se sont écroulées, quoi. Selon la rumeur familiale, la mère biologique de Gilles est la fille d'un pharmacien. Oui, c'est là. Seule certitude, l'adresse de la naissance de Gilles est à 400 mètres de la fondation. Eh bien, nous sommes devant le 13 de la rue Pierre-Guérin. C'est là où je suis né, chez une sage-femme libérale. Imaginez un notable dans les environs de Rouen dont la fille, jeune fille, faute avant le mariage. Enfin, la famille est finie. Donc, il fallait forcément que l'accouchement se fasse un petit peu à l'abri des regards. On s'emploie à cacher tout ça et à rétablir la situation et se débarrasser de l'enfant et oublier rapidement cette vilaine histoire. Voilà, donc, selon ce qu'il m'avait dit, ce serait cet appartement-là. Ça pèse. Ça pèse. Quand pendant 50 ans, vous imaginez être né dans une clinique avec une façade, des escaliers où on monte, une salle d'accouchement, et finalement vous découvrez que vous êtes né ici. Et en plus, on me l'a dit. On m'a dit, oui, t'es né dans une clinique dans le 16e. Symboliquement, c'est le dernier endroit où votre maman biologique vous a vu. Elle est rentrée avec un enfant, elle est ressortie... j'allais dire, elle est ressortie vierge. Non, mais en tout cas, elle est ressortie propre pour sa famille. Sans vous? Oui, sans moi. C'était une histoire à oublier. C'était fini. En fait, il y a beaucoup de pupilles de la Fondation d'Ocqueville qui sont nées ici, dans cet appartement, à cette adresse du 13 rue Pierre-Guérin, dans le 16e. On est à 2 pas de la Fondation d'Ocqueville, on est à 3 pas du domicile de Madame Lafont, qui était l'assistante sociale en chef de la Fondation. Tout ça, c'était des adresses secrètes d'où rien ne sortirait. Mais comment expliquer un tel souci de discrétion? Patricia Faguet a découvert il y a quelques années un document surprenant. Après la guerre, face à l'afflux de bébés abandonnés, l'État lance plusieurs enquêtes. Certaines œuvres d'adoption sont soupçonnées de malversation. Et parmi elles, la Fondation d'Ocqueville. Elle est accusée d'encourager l'abandon d'enfants, de mettre la pression aux jeunes mères, de n'accepter que les demandes accompagnées d'argent. Pour les enquêteurs, il s'agirait d'un véritable trafic. Mais en 1950, la procédure judiciaire est cassée pour vice de forme. La Fondation d'Ocqueville ne sera plus inquiétée jusqu'à sa fermeture 30 ans plus tard. Comment expliquer ces soupçons de trafic d'enfants dans ces années d'après-guerre? Le personnel était-il au courant? Il y a quelques semaines, Patricia a retrouvé en Dordogne
une ancienne lingère. Bonjour Madame Renaudie. Bonjour, madame. Je suis Patricia Faguet, je vous embrasse. Oui, avec plaisir. Ah, je suis ravie de vous voir Moi aussi. en vrai, mon Dieu. Marie-Pilar Renaudie a travaillé à la Fondation de 1947 à 1967. C'est vous ça? Oui. Ah, vous aviez la petite tenue blanche des infirmières. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes là, quelque part? Je suis là. D'accord. Parce que vous savez, on avait nos chouchous, hein. L'ancienne employée s'occupait du linge de l'établissement. Parfois, elle donnait un coup de main pour s'occuper des nourrissons. C'était très secret. C'est-à-dire? À ce moment-là, ces enfants, on ne disait pas c'est la maman d'un tel ou de ceci, cela. C'était parce qu'il y avait des mamans qui ne voulaient pas que ça se sache non plus. Et parce que, je vous dis, il y a eu beaucoup d'abandon, hein. Oui. Beaucoup. À l'époque, avait-elle connaissance d'une enquête? Nous lui montrons le rapport du ministère de l'Intérieur. Quand on parle de trafic, c'est que... Mais non, moi, j'ai jamais pensé que c'était comme ça. Mais vous savez, moi, je suis jamais allée demander au bureau comment vous faites avec les gosses, qu'est-ce que vous en faites. Imaginez-vous, moi, je ne voulais pas perdre ma place, mon travail, du moins. En tout cas, la lingère est formelle. Seules les familles d'une certaine classe sociale pouvaient adopter. Il fallait avoir les moyens d'adopter. Ah, ben certainement, oui. Moi, je le pense. Hein. C'était réservé à quelques personnes quand même. Oh, oui, mais enfin, on se sentait déjà à l'aise. Des enfants de la Fondation ont-ils pu faire l'objet d'une négociation financière avant leur adoption? Pour Patricia Faguet, certains éléments sont troublants. Ainsi, pour adopter, les couples devaient obligatoirement souscrire une assurance vie. Ces sommes colossales devaient revenir aux enfants à leur majorité. En moyenne, c'était 40 000 francs pour une fille, 50 000 pour un garçon. Et on a des contrats qui vont jusqu'à 200 000 francs. Donc c'est énorme, parce qu'en 1942, le salaire moyen, par exemple, était de 1 200 francs. C'est des sommes exorbitantes. Donc cet argent, moi je connais très peu d'enfants qui l'ont touché. Je suis en contact peut-être avec une trentaine de pupilles, j'en connais 4 maximum qui ont perçu cette somme à leur majorité. Donc la question qu'on se pose, c'est où est passé l'argent? Des dons en liquide étaient également acceptés. Je vous remercie pour cet énorme billet. De tout temps, il n'a jamais été légal d'acheter un enfant. L'adoption est un acte gratuit. Il n'a jamais été question qu'on donne de l'argent, même sous couvert d'une assurance vie, surtout de sommes aussi considérables pour avoir un enfant. Nous avons contacté les assurances qui, depuis, ont repris ces contrats. Elles affirment qu'ils ont été détruits au bout de 30 ans, comme la loi le permet. Selon elles, l'argent des pupilles aurait été reversé à l'État. Comment expliquer que tant d'argent soit dépensé pour l'adoption d'un enfant? Pour Patricia Faguet, cela aurait été le prix à payer pour un nouveau-né parfait. Elle a découvert à la faculté de médecine de Paris un livre du docteur Georges Dequeville, un ancien directeur de la Fondation. Un ouvrage de 1942, eugéniste et antisémite. Les Juifs possèdent surtout des caractères spirituels propres, spéculateurs habiles, incapables de former entre eux une nation durable. Ils vivent depuis les plaies d'Égypte en parasites des autres races qui les accueillent. Cette sélection par la race était à cette époque-là la colonne vertébrale de la Fondation Dageville, c'est clair. Dans ce magazine de 1941, l'œuvre se vante de ne pas avoir d'enfants avec de lourdes hérédités, ni de fils de malades. Ici, seuls les sujets d'élite ont un avenir. Et en dessous de 2,5 kg, les nouveau-nés sont tout simplement rejetés. À l'œuvre admirable qu'est la Fondation Dageville à Paris, l'enfant subira des épreuves biologiques et des enquêtes sur ses hérédités. Point de naissance,
3420. Il y avait une forte demande de parents adoptifs de milieux sociaux aisés. Ces gens-là ne voulaient pas avoir d'enfants de l'assistance. Donc il fallait leur fournir, entre guillemets, j'ai envie de dire une marchandise, c'est affreux, mais des enfants de bonne souche, de bonne race, aux origines connues, contrôlées et saines. Que sont devenus ces enfants d'élite, adoptés pendant la guerre? Nous partons avec Patricia en Touraine. Nous avons rendez-vous avec Bernard, l'un des pupilles de la Fondation, qui est né en 1942. Mais c'est bonjour. Comment allez-vous? Quel plaisir de vous revoir. En arrivant, on n'a pas trouvé de café, sans doute. Bernard a été adopté sous l'occupation par une famille d'industriels. Il a eu une existence très heureuse. Mais depuis le décès de ses parents, il tente de retrouver la trace de sa mère biologique. J'ai pas passé des jours et des nuits sur les documents, mais en imagination, oui. C'est-à-dire qu'on reconstruit ce qu'on ne connaît pas. Par exemple, quand je vois les films de la guerre de 40, les photos, les films, les visages des archives de la guerre, je me dis peut-être que ma mère est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc c'est les toutes premières photos qui ont été prises, à ma connaissance en tout cas, par ma famille adoptive. Et là, le joli petit garçon, il est quand même charmant, ce petit jeune. Il y a quelques années, l'enfant de la Fondation a découvert qu'il avait été, lui aussi, sélectionné pendant la guerre. Vous avez devant vous un membre de l'élite génétique française, puisque les enfants étaient triés, enfin je ne sais pas comment on peut dire, sélectionnés. C'était le mot qui était employé, étaient sélectionnés. On est très mal à l'aise, quoi. On se dit, mais comment peut-on rentrer dans un système inhumain? Parce qu'en définitive, ça veut dire qu'il y a les élus, dont j'ai la chance de faire partie. Il y a les autres, mais les autres, ils existent aussi. Que sont-ils devenus? Bernard serait le fruit d'une relation entre un officier, peut-être un Allemand, et sa mère biologique. Est-ce qu'il y a ce sentiment qui passe parfois par la tête où on dit peut-être qu'elle était très contente de m'abandonner parce qu'elle n'aurait pas pu m'élever, parce qu'elle ne me voulait pas, parce que peut-être qu'elle ne me désirait pas? Ben oui, on peut penser les deux. On peut penser elle a été triste toute sa vie, comme on peut penser l'inverse. On peut penser ouf, c'est terminé, j'ai la paix, je vais pouvoir retrouver mon activité normale. On peut penser les deux. Vous pensez que certaines femmes qui sont passées par la Fondation d'Ocqueville étaient soulagées d'abandonner leur enfant? Je peux pas répondre. Quel est votre sentiment là-dessus? Je dirais peu, à mon sentiment, mon intuition, mon impression, sans aucune preuve, peut-être mon espoir, je ne sais pas, c'est dire peu. Quelques-unes certainement, mais peu. La Fondation d'Ocqueville a été dissoute en 1979. Mais que sont devenues ses archives? Des pièces indispensables pour retrouver ses origines. Patricia Faguet s'est procuré un courrier d'une assistante sociale. Elle affirme que les archives ont été brûlées. Comment est-ce possible? En 2002, l'enquêtrice a interrogé le dernier président de l'institution, le professeur Michel Ribière, aujourd'hui disparu. Monsieur Ribière. Oui. Bonjour. Oui. On est à la recherche des archives de cette fondation. Ben, elles ont été détruites. On avait brûlé les archives, je crois. Vous aviez brûlé les archives? Il me semble. Et pourquoi? Ben, parce que la fondation était finie. Je comprends bien, mais il y a quand même une loi qui est passée en 67. Mais la loi, je m'en fous. Ah, vous en foutez de la loi? Ceci se passait. Je suis père adoptif. En même temps qu'ancien président de la Fondation. Et je considère qu'à ce moment-là, nous avons pris l'engagement vis-à-vis de ces personnes de jamais révéler l'origine de leurs enfants sans leur autorisation.
ce serment, je l'ai fait, nous l'avons tous fait, et personne ne peut nous en dégager. Non, vous pouvez tenir une promesse sans pour autant brûler des archives qui ne sont... Mais pourquoi? Puisque à ce moment-là, c'est l'engagement qu'il n'y aurait pas de traces. Je pense que ces gens-là, certainement, pensaient faire le bien. Ils pensaient sauver du déshonneur certaines femmes. Je pense que parfois, ils ont bien eu conscience quand même qu'ils forçaient la main, que c'était pas tout à fait catholique. C'est un mélange de tas de choses, mais qu'au-dessus de la loi et de la légalité, il y a la morale. Ils partaient en mission pour sauver des enfants, sauver l'honneur de mère biologique. Ils pensaient faire le bien. Près de 90% des archives auraient été détruites. Les 10% restantes auraient été remises aux services sociaux du département et à une œuvre privée. Patricia Faguet a rendez-vous en Bretagne. Une adoptée d'Ucqueville l'a contactée. Son dossier fait justement partie de ceux qui n'ont pas été brûlés. Sur les milliers d'enfants qui sont nés à la Fondation d'Ucqueville, il y a très peu de dossiers. Exactement. Donc c'est très exceptionnel de pouvoir récupérer son dossier. C'est un miracle. Parce que l'œuvre de l'adoption en faveur des orphelins affirme aux enfants qui font des recherches ne posséder que quelques dossiers de la Fondation d'Ucqueville qu'elle ne devrait déjà même pas posséder, puisqu'ils devraient tous avoir été reversés au Conseil général, à l'aide sociale à l'enfance. Et je pense que les rares dossiers qu'ils ont conservés sont les dossiers des enfants qui ont été reconnus, ce qui est son cas. En 1962, une étudiante américaine a accouché en France d'une petite fille Fabienne, prénommée Teresa Anne à sa naissance. C'est elle que doit rencontrer Patricia. Mais que vous êtes belle et chic. Bonjour. Ah, je suis ravie. Enchantée. Moi aussi, hein, ça fait très plaisir. Ça, c'est le dossier de ma mère. Teresa Ann Gardner, née le 10 octobre 62 à Neuilly-sur-Seine. Confiée le 28 mai 1963. Voilà mon premier acte de naissance quand je suis née de ma mère biologique. L'original. Ça, c'est l'original. Toute sa vie, Fabienne s'est interrogée, convaincue que ses parents lui cachaient la vérité. Je vais sans cesse demander cette même question. Pourquoi suis-je née à Neuilly? Et toujours exactement. Je pourrais en faire un film. Le regard se baisse. Et à un moment donné, ma mère me dit juste, tu sais, maintenant, il y a longtemps, on ne peut plus se souvenir de ta naissance. Oh. Donc je sens qu'on est vraiment dans le secret de famille, qu'on est dans le non-dit. Mais je vais insister durant des décennies. Il y a un an, ma mère me dit, voilà, je ne pouvais plus avoir d'enfants. Les médecins me disent que je ne pourrais plus avoir d'enfants après le décès de nos deux fils. Donc, nous faisons un pacte avec ton père. Nous décidons de ne rien dire à personne, aucun membre de la famille. Et nous décidons d'adopter. Et là, moi, je me revois où j'ai un... Même si je ressens tout ça toute ma vie, c'est quand même... on n'est plus dans le non-dit, là. Enfin, c'est dit, je n'y croyais plus. Oui, c'est un choc. Je dis même c'est un tsunami. Mais c'est pas grave, on va retrouver votre mère. C'est ça le plus important. Et vous savez qui elle est? Déjà, ça n'a pas de prix, ça. Fabienne veut retrouver ses racines. Malgré ses problèmes de santé, elle souhaite se rendre aux États-Unis pour rencontrer cette mère qu'elle ne connaît pas. Comment ça va? Comment ça va? Ça va super. Okay. Et vous? Oui. Oui, c'est... Ça y est, le bonjour est arrivé. Oui, c'est... Voilà. Du stress, quoi.
Fabienne a retrouvé l'adresse de sa mère, Margaret. Elle lui a envoyé un long courrier, resté sans réponse. Inimaginable qu'elle vous rejette. Elle m'a donné son nom. J'ai 2 actes d'extrait de naissance. Un au nom de ma mère américaine et un au nom de mes parents français. Forcément, elle va vous ouvrir la porte. Je ferai tout pour. La mère de Fabienne est âgée de 77 ans. Elle réside à 1 heure de San Francisco, dans un lotissement pour personnes âgées sans ressources. Don't be afraid, please. I'm your daughter. I'm your daughter, Teresa Ann. And I came from France because I need to talk with you. I know I'm a gardener. I'm your daughter. Please, don't be afraid. Elle nous a tous vus et elle a compris, je crois, hein, parce qu'elle a fermé sa porte aussitôt alors qu'elle l'aurait ouverte en temps normal. Mais j'ai trouvé dans le regard de la peur, je sais pas si c'est de la peur et en même temps, j'ose pas dire le mot. J'ai l'impression qu'il y avait du rejet. Là, je m'attendais pas à ça, tu vois. Une voisine va téléphoner à Margaret pour aider Fabienne. Mais le ton reste le même. She knows who you are. She knows you. And she doesn't want to see you. Is she a nice person? She stays much to herself. I can't help you. Yeah. I just know what Margaret says. C'est dur pour moi. C'est très, très dur. Je pense que je continuerai à penser à elle toute ma vie. C'est obligé. Margaret n'aurait pas eu d'autres enfants. Mais Fabienne a toujours des oncles et tantes qui vivent dans le nord de la Californie. Connaissent-ils son existence? Elle veut en avoir le cœur net. Mais là encore, l'accueil est glacial. On refuse de la recevoir. Research Mr. Gardner. No. What are you researching about? It's not here. It's my uncle. Okay, ma'am. Please just go away, okay? The family is not interested. I'm sorry. Pourquoi Fabienne a-t-elle été abandonnée? Pourquoi ce rejet? Difficile de le savoir. Est-ce que vous regrettez d'être venu? Non. Je peux pas regretter ça. Ça fait mal. Je vais pas non plus. Un visage, c'est important à voir aussi. Un visage, c'est important. Même si je ne lui avais pas ressemblé, et parce qu'on s'imagine, un enfant s'imagine comment peut être mon père, comment peut être ma mère, et ça, je pense que tous les adoptés qui ne savent pas se posent cette question-là.
fait des promesses à des mères de ne jamais révéler leurs identités. On demande à des parents adoptifs de ne jamais révéler l'adoption à leurs enfants, moyennant beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas eu également de l'argent du côté des mères biologiques contre leur silence, pour les débarrasser du fardeau? Tout est possible. En France, le secret de ces mères de l'ombre est toujours pesant. Et rares sont celles qui acceptent de témoigner. Janine est une exception. Elle a été confrontée à une autre fondation privée en 1960 à Lyon. J'aimerais savoir comment votre maman a réagi au fait que vous soyez enceinte. Voilà, mon Dieu, mais quelle horreur, et le scandale et tout ce qui s'ensuit. On ne s'est pas occupé de moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Enceinte, pas mariée, c'était surtout ça. Hein. Et votre papa n'en voulait pas de ce bébé? Non, parce que c'était un bâtard. Janine a 18 ans. Elle accouche à l'Hôtel Dieu de Lyon. À l'époque, ce sont les sœurs qui gèrent l'établissement hospitalier. Il y a quelqu'un qui est là pour l'accouchement? Il y a votre père, votre famille, votre mère? Pas qui vive, toute seule. Vous accouchez toute seule? Toute seule. Avec une, enfin, ce qu'on appelle ça, à l'époque, des sages-femmes ou quoi. Après, on m'a mis dans un lit, on m'a mis dans une chambre, puis ça a été. Hein. J'ai gardé mon fils 12 jours à côté de moi et je l'ai nourri. L'assistante sociale de l'institution lui promet alors qu'elle pourra vivre dans un foyer de jeunes filles avec son fils. Alors elle me dit, vous allez faire votre bonne sortie. Je vous attends là. Il y avait mon père. Et alors je vais faire mon bon, je reviens. Et elle me dit, voilà, votre père vient de signer l'acte d'abandon. Je dis, où? Elle me dit, ça y est, il vient d'être adopté. Et là, vous essayez de dire, maintenant, je ne veux pas l'abandonner. On m'a dit, maintenant, tu ne parles plus de rien, c'est fini. Vous diriez, Janine, qu'on vous a vraiment forcé à abandonner votre fils? On ne m'a pas forcé, on me l'a volé. Et jusqu'au bout, je dirais, on m'a volé mon fils. Est-ce qu'à l'époque, quelqu'un vous a dit que vous aviez 3 mois pour changer d'avis? Non. Non. Ou pour vous opposer? Non. À cette adoption? Jamais personne. Janine n'a jamais pardonné à son père d'avoir signé l'acte d'abandon. Elle mettra finalement 50 ans à retrouver son enfant. Elle le verra régulièrement avant qu'il ne décède brutalement. Selon Patricia Faguet, beaucoup d'œuvres privées ne respectaient pas le délai légal des 3 mois. Dans ce courrier de la Fondation d'Ocqueville, l'enfant adopté n'a qu'1 mois. L'assistante sociale espère que l'instinct maternel de la mère biologique ne se réveille pas. Ce qui serait un bon signe pour la mère adoptive. Retour à Paris pour une autre rencontre. En 1963, Françoise aurait aimé que les services sociaux l'aident à garder sa 2e fille. Mais la jeune mère, sans argent, a été contrainte de la confier à la Fondation d'Ocqueville. Ça vous rappelle forcément des mauvais souvenirs? Ah bah, ça revient quoi. Ah bah oui. Ouais. Ah ouais, on peut pas oublier. On peut pas oublier. Non, non. Prendre le métro, la ligne 6, se rendre à la petite clinique privée du 16e arrondissement. François se souvient de tout. Alors on arrive au Nicolo, regardez. Est-ce que vous reconnaissez? L'immeuble vous dirait quelque chose ou pas? C'est là. Bravo. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah, c'est marrant, vous l'avez reconnu du premier coup. Ah oui. Si, il y en a des mamans qui ont accouché, je peux vous dire. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Bon, c'est un bel hôtel particulier. Hein. Ah bah oui. Et j'étais dans la chambre. Là. Là. La chambre du bout? Là, du bout, là, Au oui. premier étage? Au premier étage. Tout de suite, vous avez votre fille dans les bras? Ben, on me l'a amenée dans la chambre, je lui ai donné le biberon. Ouais. Ouais, oui, je lui donne le biberon.
3 jours après, le taxi est venu voilà, chercher, quoi, comme on dit. Quoi. Puis, avec votre fille dans les bras? Voilà, dans les bras. Ouais. C'est une assistante sociale de la Fondation qui a poussé Françoise Dittel à abandonner sa fille. Je dis oui, de toute façon, pour vous, la seule solution, c'est de la mettre en foyer d'adoption et puis vous tirez le rideau et vous oubliez. Mais attendez, on ne peut pas oublier, c'est pas possible. Ah non, il y a une petite fille avec des yeux bleus, là, puis... oh non, mon Dieu, ouais. Pendant longtemps, Françoise a recherché cet enfant aux yeux bleus, qu'elle a fini par retrouver en 2010. Mais... Bonjour Pascal. C'est deux, moi c'est quatre. C'est vrai que vous lui ressemblez. Hein. Je sais pas, c'est ce qu'on dit. Ah bah oui, mon Dieu. Les yeux. Hein? Le nez. Le nez. Ah oui, c'est vrai, c'est incroyable. Françoise et Pascal, sa fille, ne se sont vus que 3 fois depuis leur première rencontre. Pascal a toujours sa maman adoptive qu'elle adore. Françoise a eu d'autres enfants de son côté. Toutes les deux souhaitent prendre leur temps pour se redécouvrir. C'est Polaroid, tout ce qu'on aime. Ça, c'est mes photos à moi. Ok. Et t'as des photos de toi bébé? Oui. Ah, bébé. Oh. Vous les aviez vues déjà? Non. Non. Ah oui. Oui. Oh oui, 3 mois à peu près. Quoi. Ah oui. Celle-là? Oui. J'ai toujours souhaité ton bonheur. Quand je rentrais dans une église, c'était pour mettre un cierge devant la Vierge. Et je lui parlais, je lui demandais à ce qu'elle te protège, qu'elle te... Voilà, qu'elle... Je serais tombée ailleurs, dans une famille d'alcoolos et tout ça. Oui. Ça aurait pas été pareil. Non, hein. non. Ah ben donc, non. Voilà. Ça, Mais comme je suis bien tombée, voilà quoi. Il y a une colère vis-à-vis de cette maman qui vous a abandonné malgré elle, j'ai envie de dire. Ouais, la colère, elle est peut-être au début, peut-être quand je l'ai su, peut-être. Mais encore même pas, parce que j'étais tellement bien avec mes parents adoptifs que voilà, c'est ça. Quoi. Voilà. C'est ça. Quoi. Pendant des années, vous avez rêvé de la revoir. Ah bah pour moi, ça a été, je dis franchement que chaque fois que je faisais des repas à Noël et tout, enfin les anniversaires, j'ai dit bon, il manque quelqu'un. Pour moi, il manquait quelqu'un. Et je dis, j'avais ce point-là, jusqu'au jour qu'on t'a retrouvé. Ce point est parti. Parce que j'avais... Ah oui. Voilà. Ça a été un soulagement. Un soulagement. Quand vous avez appris que vous aviez retrouvé votre fille. Oui, ah oui. Oui. Les retrouvailles comme ça, c'est quasiment impossible pour la plupart des D'Ucqueville, c'est ça? Des retrouvailles comme ça, c'est impossible pour la plupart des D'Ucqueville, pour la plupart des enfants qui ont été adoptés par l'intermédiaire des œuvres d'adoption privée. Et un exemple comme ça, pour moi, c'est merveilleux. À l'injustice des faits, à l'injustice de l'abandon, de l'incitation, de la destruction des archives, s'ajoute l'injustice, finalement, aussi de la prescription, puisque ces pupilles ne peuvent même pas faire valoir leurs droits et essayer d'obtenir réparation. Tout est prescrit. Combien de ces adoptés des années 40, 50, 60 ont retrouvé une mère ou un père biologique? Beaucoup n'ont qu'une envie, connaître simplement leur histoire, sans jugement, pour continuer à se construire. Voilà pour cette enquête. Rendez-vous ce soir dès 19h20 pour notre édition spéciale élection régionale avec David Pujadas et l'ensemble de la rédaction. Tout de suite, Michel Drucker qui reçoit notamment Linda de Souza. Passez une très belle après-midi.